Hello, bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager puisque je vais vous raconter mes vacances en Andalousie. Au mois de juillet, je suis partie une semaine pour vadrouiller entre Séville, Cordoue et Grenade, sachant que c'est la première fois que j'allais en Espagne. Du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça en faisant un vlog un peu hybride puisque j'ai filmé des morceaux là-bas. Je vais compléter en rajoutant des éléments aujourd'hui, en espérant que l'ensemble soit assez cohérent et que du coup ça vous donne envie, pourquoi pas, d'aller en Andalousie. Je vais commencer sans plus tarder en vous parlant de Séville. Alors Séville, c'est une ville qui est tout à fait à l'ouest de l'Andalousie. C'est déjà une assez grosse ville avec à peu près 700 000 habitants, il me semble. La première chose que j'ai faite après m'être installée dans mon Airbnb, c'est découvrir la ville et je suis tombée par hasard sur les Jardines del Murillo. Là, je vais vous insérer un petit extrait de moi sur place. Par contre, il fait juste 40 degrés. C'est pour ça que c'est assez agréable de se foutre dans un jardin. Alors, le charme de Séville est comme les bons vins, il se bonifie avec le temps. J'ai dit qu'on était Jardines del Murillo et on va aller au quartier central Santa Cruz. En fait, ça se trouve depuis tout à l'heure, je suis pas du tout dans le champ, c'est super. Vraiment, quand est-ce que j'aurai assez d'argent pour avoir un assistant vidéo, hein? Super. Que là le cadrage c'est n'importe quoi. Et donc c'était très sympa de se poser là, il y avait des bancs avec de belles mosaïques, il y avait des palmiers, des fontaines. Et après ça je me suis promenée dans le quartier Santa Cruz qui est le quartier central de Séville. Et donc je vais vous raconter ça parce que j'ai particulièrement bien aimé les petites ruelles de la ville. Donc ce que j'ai fait hier, après la séquence dans le jardin que j'ai découvert un peu par hasard, eh bien je me suis promenée dans les petites rues de Séville qui sont extrêmement sympathiques. Alors évidemment il y a les artères principales qui sont un peu hyper touristiques et donc le bon plan c'est plutôt d'essayer de se promener et découvrir des petites rues un peu moins fréquentées. Attendez, je vous montre. Il y a de la verdure partout, c'est trop magnifique. Là je suis dans une vraiment toute petite rue. Donc là voilà, vous avez vu, un peu au milieu de nulle part, sur une rue super étroite, une sorte de palais magnifique avec un jardin central et tout. Et c'est hyper sympa, toutes les façades des immeubles en chaux avec du fer forgé, avec des petits détails en mosaïque. En fait on voit vraiment que c'est une ville qui est d'influence d'art islamique et c'est absolument magnifique. Ce style, je crois qu'ils appellent ça... Alors c'est bon, j'ai retrouvé dans le routard. En fait ce style, c'est le style Mudéjar. Donc en fait c'est un mélange d'art chrétien et d'art musulman où en fait c'est les constructions qu'il y a eu en Espagne influencées par l'art islamique et c'est absolument magnifique. Et on va voir un peu plus loin que ça fait vraiment partie intégrante de l'identité de Séville. Et donc je me promène dans mon guide du routard et je vois parler du Real Alcázar. Alors bon, évidemment je l'ai découvert dans le routard alors qu'en vrai c'est le truc emblématique de Séville, mais moi j'aime bien ne pas me spoiler du tout. Et du coup le Real Alcázar, en fait c'est un palais avec ses jardins. Donc au début je me dis oui ça va être un petit palais avec son petit jardin. Et en fait c'est absolument gigantesque pour la raison suivante, c'est parce que c'est la trace de architecture successive, de styles successifs, quand c'était l'époque des califes, quand c'était l'époque des rois espagnols, et en fait, successivement, chacun a apporté sa propre touche architecturale, ce qui fait qu'on est vraiment sur un palais absolument gigantesque, mais vraiment énorme quoi. À chaque fois que je pensais que j'avais fait à peu près le tour, je découvrais encore une pièce, encore un coin, et puis le jardin c'est pareil. Au début je me dis ah tiens, jardin, Real Alcázar, ça doit être un petit jardin, et en fait c'est un parc immense et t'as accès à tout ça juste avec ton billet quoi. Donc ça c'est le truc à faire, mais à 3000%, même aussi si vous allez en Andalousie et que vous n'étiez pas trop sûr d'aller à Séville, allez à Séville pour aller voir le Real Alcázar. Merci le routard. En fait on dirait que je suis sponsorisée, mais absolument pas. C'est juste que quand je partais en vacances en famille, on avait toujours un guide vert ou un guide touristique qui nous voilà, qui était le fil conducteur de notre voyage. Je me suis dit tiens je vais refaire la même chose voilà, de mon côté. Et donc après avoir découvert le Real Alcázar, je me suis dit que le jour suivant j'allais visiter un autre palais, sachant qu'en fait Séville regorge de plus petits palais, de plus petites demeures, mais toujours du style Mudéjar.
Et évidemment, en 2 jours, j'avais pas le temps de tout faire, et du coup, j'ai choisi d'aller voir le Palacio de las Dueñas, qui date des 15e et 16e siècles, et qui appartient depuis quasiment l'origine à la maison d'Albe. Alors moi, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Apparemment, c'est une famille aristocratique espagnole. Et alors j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Ce qui était assez drôle, c'est qu'on était un dimanche après-midi et il y avait absolument personne. D'ailleurs souvent pendant mon voyage à Séville et dans les autres villes, en fait j'ai été vraiment tranquille pendant la plupart de mon séjour. Donc j'étais assez étonnée qu'il y ait si peu de monde. Et ce que j'ai adoré, c'est le jardin. Encore une fois, ce qui est super chouette, c'est qu'on découvre un jardin un peu intimiste derrière la bâtisse, quoi. Et là j'ai dû rester, je sais pas, au moins 1 heure parce que c'était tellement apaisant, tellement tranquille d'être là. Il y avait des cactus, des palmiers, enfin c'est vraiment des styles de jardin que nous on connaît pas trop en France, quoi, qui sont adaptés à la chaleur, avec des fontaines, avec des mosaïques un peu partout, des petits bancs hyper mignons où on peut s'asseoir. Et puis au-delà du jardin, il y a la partie patio, et alors là encore une fois c'est un patio absolument magnifique, hyper coloré, qui a lui-même son propre petit jardin, et c'était vraiment trop beau, avec les arches, avec le stuc, toujours voilà le même style mudéjar, renaissance, gothique, tout ça mélangé au même endroit. C'était vraiment hyper beau. On pouvait un petit peu visiter l'intérieur, mais ça m'intéressait moins. Moi c'est vraiment l'architecture extérieure que je trouve magnifique, surtout quand on est quasiment tout seul, c'est hyper tranquille. Donc si vous cherchez un autre endroit à visiter à Séville, je vous conseille celui-là. Et du coup après Séville, je suis allée à Cordoue. Hello, alors je suis bien arrivée à Cordoue dans mon Airbnb. Cette fois-ci j'ai un logement entier pour moi toute seule, ce qui est plutôt chouette. Et avant de partir découvrir la ville, je me suis dit que j'allais vous montrer l'outfit idéal selon moi de la voyageuse en vacances qui a chaud. Alors la première chose très importante, c'est une petite chemisette achetée la veille du départ à Monoprix, hein, de toute beauté, n'est-ce pas? Chemisette en coton, voilà, c'est léger, ça couvre un peu le corps, comme ça permet de faire des économies de crème solaire, pas mal. Ensuite un short des plus basiques, et absolument confortable, très important le short confortable, hein, pas un short tout rêche là, tout serré et tout. Non, il faut être bien à l'aise dans son short. Ensuite une ceinture, on voit pas, c'est super, une ceinture à laquelle j'accroche ma sacoche d'appareil photo, voilà, très pratique, comme ça hop, on peut dégainer, ranger, voilà, touriste à 1000%. Ensuite, accessoire indispensable, le chapeau, voilà. Pour mettre aux pieds, je vous propose une paire de Spartiates de l'époque où les Spartiates étaient à la mode, donc c'est-à-dire il y a presque 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais bon, voilà, elles ont vécu, elles font le taf, elles sont confortables, c'est ça qu'on aime. Et enfin, the last but not the least, qui va en faire hurler plus d'un, je le sens, la banane. Alors, je sais que de chez vous, vous dites « Mon Dieu, mais quelle horreur !» Alors que moi, en fait, je suis partisane à 6000% de la banane, pour la raison suivante. Très pratique. Là-dedans, tu mets toutes tes affaires un peu précieuses. Portefeuille, téléphone, carte de transport, tes clés. Voilà, tout est là. Tes mains sont libres. Tu peux éventuellement te rajouter un petit sac avec ton guide du routard, toujours pas placement de produit, ta gourde, etc. Mais au moins, toutes tes affaires sont bien stockées ici, tel un kangourou. Hop! Moi, je trouve ça extrêmement pratique. Dans tous mes voyages, j'ai toujours ma banane. Toujours debout. N'en déplaise aux rageux. Et voilà. Une fois qu'on est comme ça, bon, évidemment, on s'ajoute la crème solaire indice 50 obligatoire. Et puis on est prêt à partir. C'est vrai que j'en attendais peut-être beaucoup, mais je sais pas, ça avait l'air d'être une charmante petite ville au centre de l'Andalousie, avec une magnifique mosquée, avec plein de petites ruelles, toujours le style mudéjar et tout. Mais finalement, j'avoue que j'ai été un peu déçue par cette ville, parce que en fait, par contraste avec Séville, j'ai trouvé que c'était assez mort. C'est un peu triste à dire ça comme ça, mais effectivement il y a la mosquée au centre. Alors aujourd'hui c'est une cathédrale, mais en fait à l'origine c'était une mosquée, et c'est d'ailleurs le plus grand monument islamique d'Occident, et c'est une des plus grandes mosquées du monde de façon globale. Alors c'est vrai que c'est monumental, quoi, c'est extrêmement impressionnant cette forêt de colonnes, mais en même temps c'est assez froid et assez sombre, c'est assez chargé au niveau aussi des couleurs, de l'architecture, il y a plein de styles différents.
effectivement, c'est une ancienne mosquée qui a été transformée en cathédrale. Du coup, il y a certains éléments qui ont été réaménagés, modifiés, etc. Du coup, ça fait un peu un mélange de styles. J'ai pas forcément accroché comme j'ai accroché au palais Mouderar. Mais aussi, de façon générale, la ville, j'ai trouvé que c'était un peu morne, un peu ennuyeux. Même si en soi c'est très mignon, il y a plein de petites rues sympas. La journée, je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud, mais il y a personne, à part quelques touristes. Et puis je me disais non mais le soir il va y avoir plus de monde, quoi, c'est le moment où les gens sortent manger, etc. Mais pas vraiment en fait, il n'y avait pas tellement plus de monde le soir. Donc voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'âme, quoi. Au-delà de l'aspect touristique, j'ai l'impression que le centre de la ville, il n'est pas vraiment habité par des gens locaux, quoi. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de Grenade, la dernière étape de mon voyage, et puis l'étape un peu phare, parce que en fait, si j'ai décidé d'aller en Andalousie à la base, c'est parce que je voulais voir l'Alhambra, et donc j'ai construit mon périple autour de ce monument. Alors, pour aller à Grenade, j'ai pris le TGV, donc ça c'était vraiment chouette, j'avais hâte de tester le TGV espagnol, et c'était très sympa, il a pas pointé à 300 km/h, mais c'est pas grave, c'était quand même super chouette de se balader finalement à travers la campagne andalouse, ça se dit comme ça? Oui, sauce andalouse, oui. À travers la campagne andalouse, c'était vraiment hyper sympa, c'est des paysages qu'on connaît pas vraiment en France, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé mon voyage. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Grenade est un peu en altitude par rapport à Séville et à Cordoue, et donc l'avantage c'est qu'il fait moins chaud. Alors c'est vrai que c'est pas une différence de température de fou, mais on arrivait à être en dessous des 40 degrés, et donc tant qu'on n'est pas en plein soleil, c'était déjà plus vivable, et puis on avait plus souvent du vent pour nous rafraîchir, donc ça c'est assez chouette. Et alors, un endroit que j'ai adoré à Grenade, à part l'Alhambra, mais ça on va en parler tout à l'heure, c'est l'Albaicín, que je prononce sûrement très mal. Donc Grenade est en altitude, l'Alhambra est sur sa colline, et l'Albaicín est sur sa propre colline juste en face. Et alors, si on lit le guide du routard, on voit que l'Albaicín, c'est un quartier de style arabe d'un blanc lumineux qui a sauvegardé l'aspect de Médina qu'il avait il y a plusieurs siècles. Du XIe au XIVe siècle, c'était une ville riche, ne comptant à son apogée pas moins de 26 mosquées et 600 000 habitants, ce qui était bien inhabituel en Europe. Au hasard de ses ruelles étroites, de ses passages, de ses escaliers, de ses cul-de-sac, de ses placettes pavées, il a conservé le charme de ses patios fleuris et de ses demeures anciennes appelées cálmenes. L'UNESCO l'a d'ailleurs classé au patrimoine de l'humanité en 1994. Et en effet, c'est vraiment magnifique. C'est un quartier qui est assez vaste en fait, parce qu'on peut se perdre dans le dédale des ruelles pendant toute une après-midi. Moi, j'ai eu la bonne idée de vouloir monter là-haut alors qu'on était en plein après-midi et qu'on crevait de chaud, donc on est très vite déshydraté. Mais en fait, en réalité, c'est pas si haut que ça, et donc on est assez rapidement au sommet. Et il y a plein d'itinéraires possibles. Comme le dit le routard, le quartier a accueilli à une époque 600 000 habitants, donc déjà vous vous rendez compte un peu de la taille que ça représente. Et donc effectivement, l'habitat typique de cette petite colline, c'est les cálmenes. En fait, c'est des maisons toutes blanches avec des grands jardins. Alors là, du coup, on n'est plus vraiment sur les patios parce que c'est des espaces qui sont beaucoup plus vastes. T'as les maisons avec les murs blancs assez hauts, avec le jardin qui est un peu caché. Et puis surtout, au détour d'une rue, si tu commences à grimper, tu te retournes et puis tu peux avoir une vue magnifique sur l'Alhambra. Et puis il y a un truc qui se fait aussi, c'est au moment du coucher du soleil. J'ai vu pas mal de gens qui montaient en haut pour observer le soleil qui se couche sur l'Alhambra, parce que justement, en fait, l'Alhambra, ça veut dire la rouge, parce qu'elle est faite d'une pierre qui justement rougit au moment du coucher du soleil. Le dernier soir où j'étais à Grenade, c'est que moi je suis allée complètement de l'autre côté de la colline pour avoir la vue non pas sur l'Alhambra, mais la vue sur le soleil en train de se coucher derrière les montagnes. Ça, c'était vraiment hyper magnifique. On pouvait vraiment voir les montagnes à perte de vue. C'était hyper sympa. Donc je recommande chaudement de se promener dans ces quartiers. Et puis évidemment, l'élément ultime dont je vais vous parler, c'est l'Alhambra. Et là, j'ai tout raconté quand j'étais là-bas. J'ai fait un petit récap de tout ce que j'ai bien aimé. Donc voilà, l'Alhambra à suivre tout de suite. Là, je suis présentement à Grenade, donc l'étape 3 de mes vacances en Andalousie. Ce matin, j'ai visité l'Alhambra, donc je me suis dit que j'allais vous raconter à chaud, en plus littéralement à chaud puisqu'il fait 40 degrés, comment s'est passée ma visite, ce que j'ai particulièrement aimé ou pas.
Alors en fait il faut savoir que quand vous achetez votre billet pour l'Alhambra, vous avez un pass avec tout inclus, y compris la visite des palais Nasrid. Et en fait ces palais qui sont extrêmement renommés et donc extrêmement prisés, en fait c'est les seuls que tu peux visiter seulement à un horaire précis que tu as présélectionné. J'ai fait la visite des palais Nasrid, dont je vous montrerai plein d'extraits ici. Et donc c'est vrai que voilà, c'est extrêmement renommé parce que c'est extrêmement beau, extrêmement raffiné, etc. Mais le problème c'est que y a du monde. Même à 9h30, même sur le deuxième créneau de la journée, c'est quand même un peu surbondé. Quand tu veux faire une photo, tu dois attendre 10 minutes pour qu'il y ait un petit morceau où il n'y ait pas des gens qui apparaissent dessus. Et donc du coup c'est vrai que même si en soi c'est très beau, l'architecture magnifique des palais arabes, malgré tout l'expérience avec tout le monde qu'il y a est un petit peu moins chouette que ce que ça pourrait être si tu étais tout seul dans le palais quoi. Et donc une fois qu'on a terminé de visiter les palais Nasrid, on se retrouve dans un petit jardin assez charmant. On sort de l'ensemble et là on se retrouve sur un jardin beaucoup plus grand qui s'appelle Keseyama. Des jardins qui s'appellent Jardines del Partal. Voilà. Donc là j'étais un petit peu vannée après avoir fait cette visite intense d'1 heure. Du coup j'ai pris mon petit déjeuner, mes petits biscuits. Oula mais c'est incroyable, ça tangue, on est sur un bateau ou quoi. Et ensuite j'ai fait la suite des choses qu'il y a à voir dans l'Alhambra. Donc je suis allée voir l'Alcazaba. Donc en fait Alcazaba c'est Alcazba, c'est la forteresse militaire qui effectivement est vraiment située complètement à l'ouest de l'Alhambra et qui surplombe complètement Grenade. Du coup c'est un peu un point de vue assez imprenable sur la ville et assez stratégique d'un point de vue militaire. Même si aujourd'hui bon c'est plus ça l'objectif hein. Mais ouais c'était assez sympa de visiter ce petit fort où effectivement on pouvait monter sur les différentes tours et avoir une super vue sur la ville et aussi sur les collines avoisinantes. Donc ça c'était vraiment sympa. Et ensuite après les palais Nasrid et l'Alcazaba, le troisième truc à voir c'est le Generalif. En fait c'est un palais qui est situé complètement de l'autre côté de l'Alhambra. Et donc là ce que j'ai fait c'est que je suis repassée par les Jardines del Partal où là justement on a une vue magnifique sur le Generalif de loin. Et ensuite on contourne complètement et on se retrouve dans les jardins du Generalif, sachant que Generalif en fait ça veut dire les jardins de l'architecte. Donc c'est toute cette partie là de l'Alhambra finalement elle a son nom par rapport au jardin. Et du coup une fois qu'on a traversé ces jardins qui étaient une nouvelle fois en plein soleil, on se retrouve au palais du Generalif. Et ça c'est ce que j'ai trouvé finalement le plus magnifique. Même si les palais Nasrid comme je vous l'ai dit c'est sympa, là le truc c'est qu'on avait beaucoup plus de place, la visite était libre, du coup c'était beaucoup plus fluide. Et puis voilà cette espèce de patio avec ses fontaines et ce jardin, enfin c'est juste trop beau quoi. C'est exactement ce que j'avais vu de l'Alhambra qui m'avait donné envie de partir en vacances en Andalousie parce que c'est vraiment trop beau quoi. Et en fait ce qu'il disait justement dans l'audio guide c'est que tout le palais avait été conçu de façon à ce que tu vois on rentre par une toute petite porte assez ridicule et en fait on découvre ce patio magnifique. Et c'était tout ça l'idée de l'architecture, c'était surprendre les invités, surprendre les personnes qui découvrent le palais. Donc en fait toute cette architecture et cette espèce de patio un peu caché, tout est réfléchi justement pour émerveiller, pour éblouir. Et clairement ça fonctionne à 1000% parce que c'est vraiment hyper beau. Et donc le dernier truc qu'on fait après le palais du Generalif c'est l'escalier d'eau. En fait c'est un petit escalier qui monte sur une colline et qui a la particularité d'avoir 2 rampes de chaque côté qui sont en fait 2 rigoles où coule de l'eau. Ce qui est quand même assez insolite parce que du coup ça permet de rafraîchir avec le bruit du clapotis de l'eau. C'est assez doux, assez sympa. On a l'impression d'être un peu dans une petite cascade en fait alors que c'est un escalier quoi. Et à chaque palier en fait on a des petites fontaines où vient s'écouler l'eau, donc c'est assez sympa, assez minéral. Après cette visite assez chaude ça permet de se rafraîchir un peu. Et une fois qu'on a terminé ça, et bien a priori on a à peu près tout vu. Même s'il y a d'autres petits monuments par-ci par-là, le palais de Charles Quint, le musée des Beaux-Arts, enfin bon, c'est des petites choses annexes. Mais en tout cas voilà, je vous ai parlé à peu près de tout le cœur de l'Alhambra. Et ainsi s'achève mon voyage en Andalousie. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, tout ce que j'ai raconté.
J'ai essayé d'être assez concise, de tout faire en une seule vidéo, même si voilà, c'était quand même une grosse semaine. Si je devais conclure, je dirais surtout en Andalousie, allez voir Séville et Grenade. Après Cordoue, j'ai un peu moins aimé, donc je vous conseille de plutôt vous concentrer sur ces deux grosses villes qui sont les plus sympas. C'est là qu'il y a le plus de choses à faire, c'est hyper chouette. Si vous êtes déjà allé en Andalousie, je serais ravie de connaître vos avis dans les commentaires. Si vous êtes team banane en voyage, laissez aussi un commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt dans le métro. Peut-être, je ne sais pas, on verra.